Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui depuis toujours jongle entre le pare-brise et le rétroviseur sur la grande autoroute de la cinéphilie, entre les nouveautés, les sorties et le passé, le patrimoine, le socle commun sur lequel nous avons bâti nos univers respectifs. Il arrive que les deux se rejoignent, par exemple quand un film culte du temps jadis fait l'objet d'un livre de grande ambition, c'est le cas en ce moment d'Eyes Wide Shut, le dernier film de Stanley Kubrick dont il va être question ici, grâce entre autres à un duo d'amateurs de lieux interlopes et de masques de carnaval italien, Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. Ok, vous êtes flippants, c'est nos ciné, épisode 206 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Et à nos côtés, il y a notre confrère Axel Cadieux de ce film et Society. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. Si tu n'es pas venu par hasard, puisque c'est toi qui signes ce livre aux éditions Capricci, Le dernier rêve de Stanley Kubrick, une enquête sur Eyes Wide Shut pour laquelle tu as rencontré, interviewé une soixantaine de témoins, des acteurs, des actrices, des techniciens, des producteurs, et on va détailler tout ça. Mais d'abord un mot, comme c'est l'usage sur le film en lui-même, Eyes Wide Shut, donc sorti en 99, quelques mois après la mort de Kubrick, et qui plonge ce film à pieds joints dans l'intimité d'un couple formé par Tom Cruise et Nicole Kidman, le premier se retrouvant embarqué dans d'inquiétantes tribulations érotiques. I have seen one or two things in my life, but never anything like this. Et devant la caméra de Kubrick, aux côtés de Cruise et Kidman, on croise notamment Sidney Pollack, Todd Field, Mary Richardson ou encore Alan Cumming. Le film doit par ailleurs, selon toute vraisemblance, ressortir en salle, c'est ses 20 ans cette année. C'est ce qu'a laissé entendre très récemment une bande-annonce publiée par le distributeur Park Circus sur YouTube. Alors on n'a pas réussi à avoir l'info vérifiée, savoir si le film allait vraiment ressortir en salle ou pas. En tout cas, c'est ce que cette bande-annonce laissait entendre. Axel, un mot peut-être sur la genèse de ce projet. Pourquoi ce bouquin ? Pourquoi cette enquête ? Déjà à titre personnel, c'est un film qui m'importe, Ouais. parce que je l'ai découvert quand j'avais, je pense, 13 ans. Donc c'est un film qui m'a marqué, autour duquel je tournais depuis longtemps et que j'avais envie de percer, de creuser. Et à titre plus objectif, je pense que c'est un film qui est très intriguant à plus d'un titre, pour son sujet et pour le contexte dans lequel il est sorti. C'est-à-dire que Kubrick est mort avant la fin du montage, quasiment à la fin, mais quand même avant la toute fin. Et dans la fabrication même, c'est un film qui est censé se dérouler à New York et qui est quasiment intégralement tourné à Londres. Ouais. Donc en fait, il y a énormément de choses qui m'intriguaient. Et puis pour moi, c'était aussi une manière, au-delà d'Eyes Wide Shut, de comprendre un tout petit peu la méthode Kubrick. Ce qui me paraît moi tout à fait cohérent dans le côté enquête, c'est que j'ai le souvenir, parce qu'on a à peu près le même âge, d'avoir moi aussi 12-13 ans au moment de la sortie du film, et j'ai le souvenir, c'était à l'époque où moi je commençais à lire la presse spécialisée, des rumeurs, de cette espèce d'aura sulfureuse qui entourait le film avant même qu'on en ait vu la moindre image. Il y a notamment la fameuse histoire, je me rappelle les articles de Didier Perron dans Libé qui parlaient des histoires autour d'Harvey Keitel. C'est traité de manière détournée dans le bouquin, tu ne reviens pas sur ces fameuses histoires d'abus sexuels sur Nicole Kidman, mais il y a notamment, il y avait toute cette... c'est un film qui sentait le soufre avant même qu'on en ait vu la moindre image. Ouais, alors moi j'avais un peu oublié ça honnêtement, parce que je pense que j'avais 10-11 ans au moment de la sortie, mais en revanche... Tu vas me dire que je suis plus avec toi, ok super. Très bien, On a fait le calcul. Et donc heureusement graphique là. En revanche, a posteriori, bon, je le savais avant de travailler sur le livre, mais oui, c'est un film qui à l'époque était extrêmement attendu. Tournage de 2-3 ans, 2 des plus grandes stars mondiales, notamment Tom Cruise, et puis oui, des rumeurs folles sur Keitel qui est censé avoir éjaculé sur Nicole Kidman, ce qui a priori est faux. Ouais. Il serait parti parce qu'il y avait une histoire notamment un rapport conflictuel, on va dire, entre le côté maniaque de Kubrick et... Il est pas foutu de poser correctement un verre de whisky sur une table de billard. Il fallait qu'il dégage. C'est quand même scandaleux. Rafik, toi qui es notre mémoire, notre vétéran, tu étais déjà à la retraite totalement sorti. pubère quand le film est sorti. Quel souvenir tu en gardes toi de cette arrivée, de le dernier rêve de Kubrick, pour reprendre le titre du bouquin d'Axel? Alors oui, donc déjà effectivement j'insiste sur ce qu'Axel vient de dire, sur l'excitation qui précédait et la vague de rumeurs. J'ai bien entendu parler aussi de cette histoire d'Harvey Keitel. Je savais pas que c'était Didier Perron qui en était à l'origine. Je sais pas si c'est lui qui était à l'origine, en tout cas moi j'ai relayé d'articles relayant ça. Il l'a relayé, mais je crois que ça a été largement relayé. Mais lorsque j'ai découvert le film en projection de presse, donc j'étais déjà un vieux monsieur et j'avais déjà appris qu'il faut se méfier de ses premières réactions au film de Kubrick. Ça m'avait déjà joué des tours
précédemment, puisque ce sont des films qui ont tendance à ne se révéler que presque 3 ans après que tu les aies découverts. C'est-à-dire c'est des films qui obsèdent, tu sais pas exactement ce que tu as vu, tu comprends pas tes réactions, mais bon. Et donc je voulais laisser du temps au temps, c'est pour ça que j'avais refusé de faire la critique en fait, aussi à l'époque, même si on me l'a pas demandé, mais on me l'aurait demandé, je l'aurais pas faite. Ce qui est intéressant, c'est ce qui m'a mis sur la piste, c'est les réactions des gens qui n'aimaient pas. Le thème du film est apparu à travers eux en fait, parce que j'ai remarqué que les gens qui détestaient le plus le film, et c'était pour certains très très virulent, hein, au sens où ils traitaient Kubrick de vieux lubrique, pervers, etc., de moraliste, ce genre de choses. C'était souvent des gens qui ont un problème avec leur fantasme en fait, c'est-à-dire qui vivent dans un fantasme, et mettre en corrélation ces personnalités-là qui disaient du mal du film et le titre Les yeux grands fermés, je me suis dit je crois qu'il est en train de nous parler de quelque chose qui a à voir justement avec notre incapacité à vivre dans le réel, et les visions successives du film ont confirmé en fait cette piste. Donc merci aux gens qui détestent, il faut toujours les écouter. Il faut toujours écouter les gens qui détestent. Je sais pas si c'est un élément qui Axel a joué aussi dans ta fascination pour le film, mais moi j'ai l'impression que c'est dans la filmographie de Kubrick un des films où il montre le plus un des thèmes qui traverse toute son œuvre, c'est sa passion pour le faux semblant, pour ce qu'on donne à montrer et ce que cache ce qu'on donne à montrer. Comme vient de le dire Rafik, effectivement, je pense que le film se cache un peu dans ses plis et dans ses creux, et dans ce qu'il dit pas. Donc, et c'est pour ça, moi, quand j'avais 12-13 ans, il m'a fasciné, je pense, sur le long terme, parce que je pense que Kubrick, à l'image de Lynch et beaucoup d'autres, c'est quelqu'un qui est capable de rentrer dans ton cerveau et d'une manière ou d'une autre de jouer avec. Et sans que tu t'en rendes compte, en fait, il te met sur des pistes dont tu n'as même pas conscience au moment où tu le vois. Et ce qui est intéressant, notamment par rapport à Eyes Wide Shut, c'est que même dans sa conception même, très concrète, on pense être à des endroits où on n'est pas, on pense être à une époque où on n'est pas tout à fait. Donc en fait, il y a des jeux de pistes permanents qui font que le film est un showstrap à grande échelle, j'ai l'impression. Et dans les entretiens que tu as menés, tu t'attendais à ce qu'il y ait des découvertes, à ce qu'il y ait des surprises dans ce qu'allaient te raconter toutes les personnes qui avaient participé à la conception de ce film? Honnêtement, j'attendais rien. Ouais. Déjà, j'attendais pas à ce qu'on me parle forcément. Donc au début, le livre était pas, j'étais pas sûr qu'il verrait un jour le jour. Ça a été une surprise pour toi de voir justement à quel point il y a une 60aine de personnes qui sont interviewées, donc il y a quand même eu beaucoup de matière. Ouais, en fait, j'ai commencé par les rôles secondaires, voire tertiaires, notamment les deux actrices qui accompagnent Tom Cruise dans l'une des toutes premières scènes du film. Et en fait, elles m'ont tout de suite dit oui. D'ailleurs, elles se sont rencontrées par la suite, elles ont reconnecté grâce au livre, donc ça m'a fait marrer. Et donc, très vite, j'ai compris qu'il y avait moyen. Et donc, j'ai fait énormément d'acteurs et d'actrices. Et j'ai pas eu Cruise et Kidman, évidemment. Ensuite, je suis passé aux collaborateurs, aux techniciens. Et en revanche, ce qui a été compliqué, c'est que la famille Kubrick, les Harlan notamment, et sa femme Christiane, qui est en fait la sœur de Yann Harlan, qui est l'un des producteurs de Kubrick, eux ont totalement refusé de me parler. Pour des raisons de confidentialité, je pense, et parce qu'ils veulent que quand un projet Kubrick voit le jour, ils aient totalement la main dessus. Il y a un grand contrôle encore du patrimoine Kubrick. Exact. Ouais. Et ils refusaient par ailleurs aussi que j'aille aux archives Kubrick qui se trouvent à Londres. Donc ça a été des choses un peu compliquées à gérer. David ? Oui, il y a une culture du secret en fait dont Axel parle pas mal qui existait dès le début en fait dans la manière de procéder de Kubrick, et en fait il s'entoure d'énormément de gens, mais fait en sorte que ça devienne des personnes de confiance et a tendance à faire monter en poste les personnalités avec lesquelles il se sent le plus en confiance, et du coup c'est assez logique en fait que persiste en fait cette culture du secret. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le film, le côté mystérieux, énigmatique, qui à la fois entoure la conception du film, sa sortie, et ce qui a suivi, en fait, est aussi contenu dans le film lui-même. C'est-à-dire que c'est un film qui, comme plusieurs des autres films de Kubrick, si ce n'est tous, en fait, a quelque chose de ludique dans la manière de challenger le spectateur à essayer de décoder en fait ce qu'il a en face de lui. Et c'est aussi, là je rejoins Rafik sur le fait que effectivement c'est toujours des films un petit peu compliqués à appréhender, sur lesquels il faut revenir.
C'est parce qu'en fait, à chaque nouvelle vision, on peut avoir des nouvelles théories, on peut remarquer un détail, et on peut se poser pas mal de questions et avancer dans cette enquête un petit peu sans fin, qui est la résolution du film. Et notamment sur ce dont vous parliez, sur le rapport entre le réel et la fiction, entre le réel et l'irréel. Il y a notamment un aspect qui traverse tout le film. Il y a des références au Magicien d'Oz, notamment justement dans la scène avec ces deux actrices où elles disent qu'elles vont emmener Tom Cruise là où l'arc-en-ciel se termine. Il y a le magasin Rainbow, etc. Et c'est aussi repris dans le dialogue de fin entre Kubrick entre Tom Cruise et Nicole Kidman. Où finalement qu'est-ce que raconte Kidman, elle dit, est-ce que finalement le fantasme n'est pas plus réel que le rêve, et inversement, et c'est très intéressant dans la manière dont on peut faire justement des parallèles entre le rapport au cinéma et le rapport avec la sexualité aussi. Pardon, je sais pas qui voulait se lancer. Rafik ? Non, Axel. Non, moi je Axel. suis bon. Non, ce qui est très juste par contre, c'est que ce qui m'a surpris, c'est que l'essentiel des gens, on a parlé de Kubrick totalitaire, ce qui est vrai, c'est que l'essentiel de ses collaborateurs était on ne peut plus élogieux. Et 20 ans après les faits, c'est pas de la langue de bois. Ouais. Je pense qu'ils étaient élogieux parce que effectivement, d'abord il avait un charisme fou, il était capable de s'entourer de gens en qui il avait confiance et qui avaient confiance en lui en retour et qui pouvaient tout lui donner. Et donc à partir du moment où il y avait cette relation de confiance qui s'instaurait entre collaborateurs, et des gens qui travaillaient pour le film, à 200% évidemment, il n'y avait pas de problème entre eux en fait. Il y en a quelques-uns qui l'ont mal vécu tout de même. Il y a notamment un scénariste qui témoigne, qui a témoigné, qui avait déjà écrit tout ce qu'il avait, tout le mal qu'il avait à dire sur ce projet. Je pense qu'en fait, pour un scénariste confirmé comme Frédéric Raphael, c'est son nom, c'est un de ceux que j'ai rencontré, qui a travaillé notamment avec Stanley Donen. Quand on a un très fort ego et qu'on a déjà une expérience dans le cinéma et qu'on est par ailleurs oscarisé, on a du mal à être considéré comme un exécutant. Un exécutant. Et en fait, Kubrick, ce qu'il voulait, c'était juste qu'on lui apporte des idées et qu'ensuite il puisse faire le tri. Et donc en fait, évidemment, il pouvait pas, Frédéric Raphael, arriver, donner un objet fini ou quasiment fini. Et c'est ce qu'il voulait, lui, parce qu'il avait une certaine expérience. Déjà, il était déjà assez âgé et assez expérimenté. Donc oui, ça s'est mal passé, évidemment. Oui, et puis en fait, il ne semblait pas vouloir non plus donner son plan. C'est pour ça qu'il a besoin de lieutenant, en fait. On a l'impression que parfois, il y a une analogie avec le personnage de Napoléon qu'il admirait particulièrement, où il se voyait comme un général. Et un général ne dit pas ce qu'il est en train de faire à ses lieutenants. Faites-moi confiance et suivez-moi, en fait. C'est ça qu'il semble leur demander. Mais ce que confirme le livre et ses entretiens, c'est aussi que, effectivement, c'était quelqu'un qui apparemment était très agréable avec ses proches collaborateurs, mais également d'une extrême précision. Là, on n'est pas dans la légende, puisqu'on le voit en fait au milieu d'une prise venir modifier l'emplacement d'un petit carnet posé sur une pile de livres, etc. Et cette précision, cette méthode, cette précision méthodique légendaire de Kubrick, elle est en fait très utile pour le cinéphile, perplexe, parce que c'est souvent à travers les erreurs de raccord, les anomalies de mise en scène qu'on commence à percevoir ce qu'il est en train de nous cacher en fait dans ces films. C'était le cas dans Shining, c'est aussi le cas dans Eyes Wide Shut. Il y a des choses très étranges, il y a des objets qui disparaissent d'un plan à l'autre, qui reviennent, etc. Et quand tu vois de quels objets il s'agit, ça rentre dans ce que le film est en train de te raconter. Moi, je sais que tardivement, j'ai remarqué, par exemple, que chez lui, le personnage de Bill, à un moment donné, rentre dans une cuisine où il y a des dessins d'enfants sur le frigo. Et en fait, ce dessin d'enfant, lors d'un plan, c'est une tunique rouge. C'est après qu'on ait vu la fameuse séquence, de l'orgie. Et du manteau rouge. Donc de se demander, mais ça veut dire que sa petite fille connaît ce personnage à la tunique rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, le plan suivant, il y a une carte postale qui est apparue, qui était cachée jusque-là, qui tout d'un coup s'est tournée comme par magie, qui montre le Père Noël. Donc tu te dis, non, en fait, le dessin de l'enfant, elle a essayé de reproduire le Père Noël. Et ça se mélange dans ta tête. Tout ça, tous ces éléments, tous ces détails
c'est un vrai jeu de piste en fait pour le cinéphile, et c'est marrant parce que parfois l'analyse filmique elle ressemble un petit peu à de la théorie de la conspiration en fait. C'est-à-dire que tu cherches des tas de détails qui ont signaux. Voilà, et tu te dis on m'a caché ça en fait dans le film. L'histoire de l'arc-en-ciel par exemple, il est omniprésent, il n'est pas seulement dans les noms, mais tout simplement dans le travail photographique qu'Axel peut nous décrire. Justement, dans la description que tu fais grâce au témoignage de la conception du film, on retrouve ça, notamment dans l'idée, on parlait du manteau rouge, dans l'idée de faire incarner un personnage par différents acteurs, et que ce soit presque caché au spectateur. C'est complètement caché, enfin au spectateur disons inattentif, ou en tout cas celui qui a vu le film une fois ou même deux. Et bon, en ce qui concerne donc la femme qui se sacrifie sur le balcon lors de l'orgie, elle a 2 corps a priori. Et puis elle a une voix aussi, qui n'est pas celle des 2 actrices. Non. Donc en fait, il y a une espèce de fragmentation du personnage qui est déjà intéressant, qui repose sur la construction concrète du film, parce qu'il y a eu des problèmes entre une actrice et Kubrick, entre une actrice et Yann Arlan, donc ça repose sur des faits tangibles, mais ça dit aussi quelque chose évidemment du film et de la manière dont les corps sont fragmentés, de la manière dont ça joue avec le réel, de la manière dont ça joue avec le corps, de la manière dont ça joue avec le double. Voilà, et en fait ça c'est des choses, ça fait partie des choses qui m'ont le plus intéressé quand j'ai travaillé là-dessus. Tout comme on parlait de l'arc-en-ciel, quand je me rends compte qu'en fait des attitudes qu'on peut supposer absurdes ou qu'on peut supposer excessives, en fait relèvent simplement d'une stratégie extrêmement méthodique qui consiste à être signifiant au travers du moindre plan. Et par exemple, lorsque Tom Cruise arrive à l'orgie, devant la grille à Somerton, il y a un acteur qui me dit « Je comprends pas pourquoi on a dû retarder cette scène, ça a été long, il voulait absolument qu'il y ait des arbres verts. En fait, c'était l'hiver, donc il a dû trouver un endroit avec des conifères, donc avec les feuilles vertes. Un autre me dit « Mais je comprends pas, il était tellement fier de cette grille bleue. » Et en fait, on se rend compte, eux me comprennent pas non plus quand ils me le disent, mais en fait, on se rend compte en étudiant un tout petit peu qu'en fait, tous ces motifs-là, le rouge de la voiture, le orange des phares, forment le motif de l'arc-en-ciel. Et donc, à l'orgie, Somerton, on arrive au bout de l'arc-en-ciel qui est évoqué depuis le début du film, donc au cœur du mal, quelque part. On est sur le jeu de piste, oui, vas-y, Raph, et justement, dans cet exemple, on peut s'amuser à voir que c'est un film qui est censé se passer à Noël, Eyes Wide Shut, et on n'a pas une seule trace de neige, et les arbres sont verdoyants. Donc c'est ça qui vraiment, ce sont toujours les anomalies qui nous disent, parce qu'on le ressent intuitivement quand on découvre le film la première fois, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Dans les 2 scènes qui se répondent évidemment chez le loueur de costumes, chez Milic, qui a priori prostitue sa fille, l'architecture change drastiquement d'une scène à l'autre. Et ça, moi je m'en étais pas rendu compte la première fois, ni même la deuxième fois, je pense. En fait, le comptoir est pas au même endroit. Alors qu'est-ce que ça dit qu'on est passé d'une dimension à l'autre, qu'on est passé dans quelque chose tout de suite de beaucoup plus percutant et de beaucoup plus réaliste, au moment où Tom Cruise se rend compte que la fille, Lily Sobieski, du marchand de costumes, est probablement prostituée. On ne sait pas tellement ce que ça dit d'ailleurs, ça dit probablement rien de précis. Par contre, ça distille une sensation. Oui, une sensation de malaise qui est permanente. L'une des scènes évidemment culte, on a commencé à en parler, l'une des scènes les plus importantes, c'est cette scène d'orgie, justement. Tu racontes, tu as recueilli les témoignages de figurants, d'acteurs qui ont participé, et on va dire jusque dans la manière dont elle a été conçue, dans la manière dont elle a été tournée, ça reste une espèce d'anomalie, de bizarrerie totale. Déjà, c'était compliqué parce que ils n'ont pas tous accepté de me parler, surtout les filles, qui maintenant sont des dames. Donc ça a été un peu complexe. Mais oui, de ce que j'ai recueilli, c'est que en fait, il y a eu, disons, 3 semaines, 1 mois de flou, où ils savaient pas tellement ce qu'ils allaient tourner. Ils étaient censés d'abord simplement tourner quelque chose de chorégraphique. Ça s'est progressivement transformé en quelque chose de beaucoup plus cru, ce qui par ailleurs est cohérent avec la méthode Kubrick, c'est-à-dire qu'on en a fait quelqu'un d'extrêmement, disons, qui est censé savoir en amont ce qu'il allait faire. Or, c'était quelqu'un comme beaucoup de très grands cinéastes qui travaillaient au moment du tournage. Donc là, il s'est rendu compte
qu'il pouvait faire quelque chose de potentiellement plus intéressant, et donc il y a été. Donc il était dans quelque chose d'un peu plus trivial, sexuel, étrange en même temps, parce qu'il n'y a rien d'excitant là-dedans. Et donc oui, au niveau des acteurs et des actrices, je ne sais pas si c'est ce dont tu veux parler, mais ça a été une expérience étrange pour eux, de vivre en vase clos comme ça, dans un espèce de bocal. Ils étaient ils logeaient tous ensemble à l'hôtel. Voilà. Il y a des histoires d'amour ou en tout cas de coucherie qui se sont liées à ce moment-là. Ça a été une espèce de moment orgiaque là aussi, mais qui a duré sur des jours et des jours. Ouais, c'est un peu Love Story avant la lettre, disons. C'est une vingtaine de jeunes personnes qui se retrouvent dans un hôtel, bien évidemment, oui. Bon, après, c'est pas ça, pour le coup, je sais pas si ça dit quelque chose du film. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça les met dans une certaine condition. Et que forcément, ça se voit à l'écran que, a priori, il y a une certaine connivence entre eux. David ? Oui, et puis on sent aussi que dans la démarche de Kubrick, dans le choix des acteurs, dans le choix du sujet du film, à la fois, en fait, il tient beaucoup à maintenir un secret total pendant le tournage, mais aussi à créer cette excitation. C'est-à-dire que le fait de savoir que pendant le tournage, la presse allait faire ses gorges chaudes de tout ce qui pouvait éventuellement se passer dessus, ça fait partie, en tout cas, de ce qu'il essayait de faire. Et l'autre aspect qui est intéressant, tout à l'heure, Rafik parlait de l'approche complotiste par rapport à ce film, et c'est intéressant parce que c'est un film presque matriciel aujourd'hui des complotistes, notamment toutes les théories autour des Illuminati trouvent énormément d'éléments, notamment les symboles de pyramide avec un œil qu'on peut retrouver à différents moments du film. Et en fait, toutes ces lectures plus ou moins paranoïaque, en fait c'est un terreau parfait pour projeter ça. Et en même temps, et ça c'est ce que raconte Axel à la fin de son bouquin, qui a une approche chronologique, donc en fait on suit tout le tournage et ce qui se passe après la mort de Kubrick. La grosse limite sur ce film énigme, c'est que en fait il est mort avant la fin. Et Kubrick, lui, il a l'habitude de faire des modifications jusqu'au tout dernier moment. Même après. C'est un exemple d'un film où il demande aux projectionnistes de couper la fin de Shining. Et en fait, voilà, le fait qu'il soit mort avant que le film soit totalement terminé fait que l'énigme, de fait, elle est impossible à résoudre. Elle est pas terminée. D'autant qu'il y avait eu dès l'époque de la sortie, en fait, le film arrive au moment où Internet explose. Donc l'idée de la conspiration, elle se répand très très vite. Et dès le début, il y a des rumeurs comme quoi la Warner est en train de remonter le film après la mort de Kubrick. Donc ça ne fait qu'augmenter le truc. Et à un moment où les gens n'ont même pas encore vu de quoi il s'agissait. Mais le truc, c'est que Kubrick n'est pas devenu, avec ce film-là, un chouchou des conspirationnistes. Ça avait commencé déjà bien avant des Orange Mécanique, qui mettaient en scène toute une imagerie qui avait beaucoup trait au programme MK Ultra, dont on a déjà parlé dans d'autres podcasts, parce que c'est un truc avec le lavage de cerveau. Avec le lavage de cerveau et tout. Et bien sûr, Shining, avec toutes les théories qu'on puisse se greffer sur le film, sauf que ces gens-là ne disposaient pas du net, et arrive Eyes Wide Shut qui, d'une part, va leur permettre de confirmer tout ce qu'on s'est bien compris, Kubrick nous dit des choses sur le monde. Son film s'appelle Eyes Wide Shut, etc. Et en plus, il y a évidemment cette scène d'orgie tournée dans un manoir qui appartenait aux Rothschild. Enfin, je veux dire, tu leur fais un cadeau aux conspirationnistes, à tous ceux qui, depuis les 70s, écrivent sur les Bloodlines. Et sur les théories autour de Shining, il y a d'ailleurs ce documentaire formidable qui s'appelle Room 237 qu'on ne saurait que trop vous conseiller. David. Et j'ai juste ajouté que Thomas, tu as fait un épisode de Programme B sur l'affaire Epstein. Et en fait, encore aujourd'hui, Eyes Wide Shut est encore cité justement dans les films qui dépeignent un référentiel important, ce genre d'organisation. Mais même Julianne Davis, qui donc joue Mandy, la prostituée qui fait une overdose, qu'on retrouve au début et dans le dernier tiers du film, elle-même va alimenter ces théories conspirationnistes en se rendant sur le plateau de Alex Jones. C'est son nom, Alex Jones, qui est un des plus grands conspirationnistes, en tout cas des plus écoutés. Donc c'est toujours intéressant de voir à quel point il avait ce don aussi pour s'entourer de personnes qui potentiellement allaient alimenter ça ensuite. Et le film nourrit ensuite un système qui reproduit en fait cette conspiration, puisque il y a un club secret qui s'est formé, fait par un type qui avait vu Eyes Wide Shut, qui voulait reproduire ça, et qui a créé un club extrêmement fermé, réservé à des gens très fortunés, qui s'appelle SNTCM,
Alors, vous googlez ces initiales, vous allez voir tout de suite les photos, c'est du Eyes Wide Shut live. Enfin, l'idée, c'était de recréer Eyes Wide Shut pour les gens qui ont les moyens de se le payer. Donc, ça ne fait que nourrir le truc, en fait. La réalité alimente le fantasme de la fiction. On parlait de s'entourer de personnages importants. Kubrick, il a toujours eu ce don de projeter souvent dans son personnage principal masculin ses propres angoisses, en tout cas c'est ce qu'il traversait à l'époque. C'est un attelage étonnant en plus ce film, parce qu'il n'y a pas plus éloigné que Stanley Kubrick et Tom Cruise, et c'est ce que décrivent pas mal des interviewés, parce qu'à la fois ils ont une relation qui est assez intense et qui est on va dire forte. Tom Cruise va participer au tournage du premier jour au dernier jour, mais en même temps ils sont dissemblables au possible. Ouais, ils se ressemblent pas du tout. Il y en a un qui est plutôt statique, l'autre extrêmement mobile. Ils sont a priori très très bien entendus durant le tournage, parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que Tom Cruise est quelqu'un d'extrêmement dévoué et qui se donne à fond sur les tournages, donc ça ne pouvait que plaire à Kubrick. Ce qui est intéressant quand même, et je sais pas du tout si Kubrick en a conscience sur le long terme, 20 ans plus tard, c'est qu'à mon sens, il a quand même été utilisé. Et sa situation a quand même été utilisée. C'est le fait qu'il soit scientologue, son couple, le fait qu'il allait jouer avec ce couple, malaxer ce couple durant 2 années. À mon avis, il a utilisé ça, il a joué avec ça. Et c'est une évidence, en fait. Et sur le coup, il en avait évidemment pas conscience, Tom Cruise. Donc je trouve que là aussi, on est sur le génie d'un cinéaste, le génie d'un... Et son côté démiurge aussi. Le côté démiurge, le côté intrinsèquement manipulateur. C'est inévitable. Et je pense que la raison pour laquelle aujourd'hui Tom Cruise parle plus du film... Bon, il parle peu de manière générale, mais la raison pour laquelle il parle plus du film, c'est parce qu'il a peut-être l'intuition qu'à un moment donné, on lui a pas tout à fait tout dit. Ouais. Et pas seulement Tom Cruise, hein, mais Nicole Kidman également, puisque elle-même est la fille d'Anthony Kidman, qui est un psychologue très célèbre en Australie, qui a été mêlé enfin en tout cas accusé de choses extrêmement graves, et qui est mort dans des circonstances étranges à Singapour. Bref, en fait, avec les deux, que ce soit la scientologie d'un côté ou les histoires mystérieuses australiennes de l'autre, il se nourrit de ça. Oui. Et lui-même d'ailleurs est malgré lui concerné, puisque sa fille Viviane va rejoindre la scientologie en 97. Donc tout ça est un puzzle assez fascinant. David. Ce qui d'ailleurs est un gros point d'interrogation, c'est-à-dire que alors justement la chronologie fait qu'il est difficile de penser que le film a été conçu en réaction à ça, et en même temps la concomitance est hyper étrange, et on peut se demander... c'est-à-dire que le film raconte quand même le dispositif d'une société organisée et qui, en gros, fait plus ou moins des sacrifices humains, ou enlève des gens, ou leur lève le cerveau. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement trouble avec lequel on peut faire des parallèles avec l'église de Scientologie. Il y a aussi toute une théorie de lecture du film qui peut laisser penser que le personnage de Nicole Kidman, ne serait-ce que sur le plan d'ouverture où elle laisse tomber sa robe, qui fait écho justement au plan circulaire de l'orgie, peut laisser penser qu'en fait le personnage aurait peut-être elle-même été victime de cette secte. Il y a pas mal d'éléments en fait qui font s'interroger sur, et c'est ça finalement le fond de l'énigme, qu'est-ce que raconte ce film, et quel est le nœud central. Et il y a plein de manières de se pencher sur la question, et ça reste à chaque fois intéressant, et c'est un film qui à chaque vision propose des nouvelles pistes. Mais c'est dit dans le livre d'Axel, et j'étais content de voir qu'il avait notifié cette idée de la scène finale, en fait, et de ce que beaucoup de spectateurs n'ont remarqué qu'à la 4e vision du film, qui est quels sont ces deux messieurs qui embarquent la fille du couple, en fait, dans le magasin de jouets, que l'on voyait déjà dans la soirée précédemment, avec cette idée effectivement que Nicole Kidman fait partie de ce groupe et prépare, pendant tout le film, elle prépare sa fille, elle la coiffe, elle la pomponne, pour en faire une future prostituée, en fait. Et de toute façon, pratiquement tous les personnages féminins importants du film sont conditionnés à notamment être prostituées. Elle lui
enseigne le rapport à l'argent. Il y a une scène d'un exercice de maths où elle lui explique Joe a tant d'argent. Voilà. Elle refuse de lui acheter un énorme teddy bear en fait sur laquelle la fille s'est arrêtée. Teddy bear que les deux messieurs sont en train aussi de regarder. Et quand on connaît le teddy bear dans l'œuvre de Kubrick, il jouait un rôle assez particulier dans Shining déjà. Il y a tout un tas de relations comme ça qui se font, qui posent des juste questions, mais en même temps, à côté de ça, le film nous parle tout le temps de notre regard fantasmatique de spectateur. Donc on est entre deux sur l'image, bien sûr. Mais il y a une porosité fiction réelle qui est fascinante, et même par rapport à Kubrick qui perd entre guillemets sa fille lors du tournage, quelque part en un sens, je vais peut-être un peu trop loin, mais elle quitte une logique un petit peu sectaire pour être dans une logique encore plus sectaire, parce que Kubrick avait quand même ce rapport-là avec ses enfants et avec ses proches. Il y avait quand même une logique un peu gourou. Et par ailleurs, par exemple, il pouvait pas comprendre que ces femmes se marient et décident d'aller vivre ailleurs que chez lui. Et ça a été problématique. Donc là encore, lui aussi était à la fois dans l'illustration d'un phénomène dont il était lui-même aussi acteur à un moment donné dans sa vie, quoi. Donc c'est intéressant, quoi. Il y a vraiment une porosité énorme et peut-être qu'on pourra en parler après, mais il y a aussi une porosité énorme, évidemment, dans le New York qu'on voit à l'écran et le New York qui est celui de ses débuts d'adulte, disons. Parlons-en tout de suite. Quelle est cette porosité, justement ? Moi, ce que je trouve fascinant dans le film, au-delà de tout ce dont on vient de parler, qui je trouve fait du film quelque chose de profondément malsain et en même temps fascinant et une attraction-répulsion totale, moi, ce qui m'a aussi fasciné dans mes recherches, c'est quand je me suis rendu compte que au travers de cette recréation d'un New York un petit peu fantasmatique, qui est censé être celui de la fin des années 90, donc transposition du Vienne de Schnitzler, nouvelle originelle. Qui est le nouvel, c'est ça, le nouvel d'où est tiré le film. Voilà, au New York de la fin des années 90, on peut penser à une recréation exacte du New York de cette époque-là, parce qu'il a demandé à une collaboratrice qui s'appelle Lisa Leon d'aller photographier tous les moindres détails de tout New York, et en fait on se rend compte que dans cette recréation de ce New York qui est donc à Londres, à Pinewood, dans les studios Pinewood, il a injecté des petits éléments issus du passé et qui sont comme une sorte de twist sur la réalité qui font qu'il y a là encore un sentiment d'étrangeté. Il avait par ailleurs fait la même chose avec les hôtels dans Shining. Donc par exemple une cabine téléphonique issue plus des années 50-60, par exemple des robes de serveuses dans les diners qui n'a rien à voir avec celles qu'on porte dans les années 90. Donc en fait, en donnant un semblant de réalité, mais avec un petit twist qui fait qu'en fait on est un tout petit peu ailleurs avec un tout petit pas de côté, en fait il renvoie à son propre New York, qui est celui des années 50. Il a grandi dans le Bronx. Il a grandi dans le Bronx, et dans les années 50, là il est à Greenwich Village, avec sa seconde épouse, Ruth Sobotka. C'est l'époque où il découvre Schnitzler, Freud, Zweig. Et je trouve ça intéressant, et là pour le coup c'est une pure interprétation de ma part, mais on sait que c'est une époque qui a été assez douloureuse pour lui, parce qu'il a beaucoup souffert de sa relation avec Ruth Sobotka. Et moi j'ai un peu le sentiment que c'est disons une époque qui a été charnière dans sa découverte d'énormément d'œuvres, et en même temps une époque lors de laquelle il s'est pas mal construit en tant qu'homme, disons. Et j'ai l'impression que avec Eyes Wide Shut, il boucle un peu la boucle et il revient à ce New York, donc un voyage dans le temps, mais un voyage aussi dans l'espace, parce qu'au moment d'Eyes Wide Shut, ça fait des décennies qu'il est pas retourné à New York. Ce New York qu'il adore. Et où il ne remettra jamais les pieds. Le caractère irréel de la ville, il est recherché. Il y a notamment une image qu'on voit assez souvent circuler sur Internet, une photo de Tom Cruise qui marche sur une sorte de tapis roulant avec une projection de la ville derrière. Et dans le film, quand on voit ce plan où il marche, effectivement, il y a un effet étrange, et cette étrangeté, elle est vraiment recherchée. Mais cette autobiographie, on va dire visuelle, elle est aussi dans l'appartement des Hartford, qui semble répliquer un appartement dans lequel il a vécu à New York, en plus orné d'étoiles de sa femme Christiane Kubrick. Donc il y a quelque chose effectivement de très familier. Mais je crois qu'on avait déjà évoqué dans le podcast sur Shining cette théorie comme quoi Kubrick était un adepte de l'art de la mémoire et que l'hôtel de Shining n'était rien qu'une mise en scène de son propre cerveau, en fait, de sa propre mémoire. Avec ses différentes pièces. On ne fait jamais des films que pour parler de soi, d'une certaine façon. Donc peut-être qu'il se livre consciemment là-dedans, et qu'il invite éventuellement le spectateur à se demander qu'est-ce qui a bien pu lui arriver à titre personnel à cette époque pour en faire le personnage qu'il est devenu. Moi je sais qu'on a toujours eu cette image de Kubrick comme quelqu'un justement d'assez
distant c'est froid. des choses du sexe, par exemple. Et on se demande si jeune homme, il n'a pas découvert à quel point, à travers ses lectures notamment, la pulsion sexuelle était l'objet qui permettait au monde de nous manipuler. Parce que c'est le cas du personnage de Bill Hartford dans le film. Il est guidé par ça. On a l'impression que au bout de l'arc-en-ciel, il y a une espèce de démiurge qui le fait exactement aller là où il veut. Et d'ailleurs, visuellement, il y a un truc amusant dans le film, c'est que les couleurs rouge, bleu, jaune sont omniprésentes en ville parce qu'on est donc en période de fête de Noël et donc on a tout le temps ces petites boules de Noël en arrière-plan et lorsqu'un personnage propose du sexe et que c'est très excitant, il y a toujours ces boules en arrière-plan en fait qui encadrent ou alors floutées derrière le perso et elles disparaissent ces couleurs dès lors qu'on revient d'une certaine façon dans le réel et ces couleurs primaires en fait sont généralement, c'est intéressant parce que dans le milieu de la pub elles sont beaucoup utilisées pour les pubs pour enfants parce que ce sont des couleurs qui excitent. Si tu vas dans un magasin de jouets d'enfants, tu n'as que ça, que ces trois couleurs qui reviennent sans cesse partout. Et c'est les couleurs de l'excitation. Et voilà, et quand on connaît un peu l'œuvre de Schnitzler qui a beaucoup parlé à son époque de cette idée de après quoi on court en tant qu'humain, quoi. Pourquoi on se fait du mal, que ce soit dans la ronde et donc dans cette nouvelle, c'est la question qui se pose, c'est on court après sa propre excitation en fait, et on est aveugle au réel. Et ça, d'ailleurs, juste sur le rapport à la sexualité dans le film, qui est évidemment absolument central. Il y a à chaque fois, en fait, de plein de manières différentes, Kubrick va essayer d'aller jusqu'au bord du fantasme et du refoulé notamment. Et il y a tout un aspect sur le personnage de Tom Cruise autour de l'homosexualité, qui, c'est ce que tu racontes, Axel, dans le film, en particulier à l'époque, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Nicole Kidman était une couverture pour cacher le fait qu'il était homosexuel. Et en fait, notamment, il y a une scène dans le film qui fait écho à une scène de la nouvelle originale dans laquelle, à l'origine, le personnage se faisait insulter de juif. Et ça a été changé pour qu'il se fasse insulter d'homosexuel. Et en fait, de PD. Et en fait, ce passage plus un autre changement, alors peut-être ça tu pourras le raconter, Axel, le choix d'Alan Cumming et de la manière qu'il a de jouer pour jouer j'allais dire le standardiste, le réceptionniste. Le réceptionniste de l'hôtel semble aussi porter un message qui peut être à la fois quelque chose sur le personnage et à la fois sur une forme de manipulation de Kubrick par rapport à Tom Cruise. Moi, je pense que ça relève du domaine du jeu, en fait. Ça relève du domaine un peu de la manipulation de Tom Cruise et de l'inconscient des spectateurs à l'époque, mais ça relève aussi du jeu, je pense. Et par exemple, lors de la scène dont tu parles, lorsque Tom Cruise se fait bousculer par ces jeunes étudiants de Yale, je crois, effectivement, un de ses figurants je lui dis, qu'est-ce que tu devais dire à ce moment-là ? Il m'a dit, je pouvais dire n'importe quoi, il fallait juste qu'il y ait le mot faggot. En fait, c'est intentionnel. Et il change l'insulte antisémite en une insulte homophobe. Donc ça veut dire quelque chose. Je veux dire, il peut très bien annuler l'insulte antisémite s'il veut pas qu'il y ait cette dimension-là dans son film, mais il est pas obligé de la remplacer par une dimension homophobe. Et ce qu'il me raconte aussi, c'est qu'au bout d'un moment, Tom Cruise, il en a eu un peu marre. Il a dit avec humour, mais il a dit tu continues à me traiter de PD, tu vas voir ce que tu vas voir. Bon, bref. Et donc cette scène avec Alan Cumming, elle a été créée un peu ex nihilo, en fait. Elle n'était pas censée exister. Donc là encore, on est sur un cinéaste qui décide, au travers de la matière en présence, de créer quelque chose qui est censé apporter quelque chose d'autre au film. Et là, c'est censé apporter une forme d'ambiguïté, de nouveaux fantasmes, de nouveaux possibles, en fait, de nouveaux possibles sexuels, entre le standardiste clairement homosexuel, qui par ailleurs fait des gestes extrêmement... il le drague à mort. Il le drague de manière évidente et il dit « big guys », il fait un geste comme ça avec les mains, clairement on peut penser qu'il fait le signe d'un pénis. Et derrière lui, on voit d'ailleurs se dessiner les lettres assez claires, je crois que c'est As, je sais plus, sur une devanture, As, ou je crois que c'est As. Et donc là encore, il y a une ambiguïté qui est dessinée, qui dit quelque chose du personnage, mais qui dit aussi quelque chose de Tom Cruise. Donc c'est passionnant. Et cette porosité-là, ce rapport permanent entre spectateur, Kubrick, Cruise, qui est génial, et il y a un peu la même chose lors d'une scène montée, on va dire, de plusieurs plans qui s'enchaînent, de Nicole Kidman qui est nue, qui se dévêtit,
On enchaîne sur Tom Cruise qui est dans son cabinet avec un patient et il lui soulève la jambe. Donc on peut imaginer que c'est une métaphore de l'érection. Et il lui dit est-ce que c'est bon maintenant ? Et l'autre lui dit oui, c'est bon. Il me semble que c'est une manière de dire au spectateur ça va, vous avez eu ce que vous voulez. Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'on passe à autre chose ? De la même manière, il y a ce plan qui ouvre le film, qui est une manière de dire bon, ça fait des années qu'on parle du cul de Nicole Kidman, vous l'avez. Ouais. Maintenant, on va passer à autre chose. Move on, quoi. Ouais. Il y a, sur cette ambiguïté sexuelle, il y a aussi le masque, tout simplement, que porte Cruise. Ça aussi, tu le notes dans ton livre, d'où le bas du masque qu'il a lors de la fameuse scène de l'orgie est un bas de masque féminin. Ouais. Oui, ça parle de l'identité de Tom Cruise et du personnage, bien sûr. Et puis tout le symbole de l'arc-en-ciel dont on a déjà parlé, renvoie aussi. Évidemment, qui est un symbole assez transparent. Oui, comme tu l'as dit, on renvoie au magicien d'Oz qui, je ne veux pas rentrer dans la littérature conspirationniste, mais le magicien d'Oz fait lui-même partie des délires autour de MK Ultra, etc. Donc on tourne en boucle, mais dans la scène, je sais que moi à l'époque ça m'avait fasciné parce que je crois que c'était une incrustation numérique chez Kubrick, c'était assez rare, mais justement l'apparition d'un arc-en-ciel en surimpression dans la scène où il suit l'étudiante qui se prostitue, au moment où il commence a priori à s'engager dans le rapport sexuel, on a un arc-en-ciel en bas de l'image, comme un flair de caméra en fait, mais qui apparaissait à ce moment-là. On a parlé on a évoqué la couleur, il y a un moment aussi, Axel, dans le livre où tu expliques l'obsession qu'avait Kubrick pour un certain type de pellicule pour justement aller dans la matière charnelle quasiment du film. Alors moi je suis un tout petit peu embêté parce que j'ai du mal à faire le comparatif. Ouais. Donc je sais, mais ce qu'on m'a dit en revanche, peut-être que vous saurez mieux que moi, mais ce qu'on m'a dit en revanche c'est que c'était une pellicule Kodak qui n'existait plus à l'époque. Et qu'il a recherché par des biais. J'ai pas réussi à tracer jusqu'où il a été. On a refusé de me dire. Apparemment il l'a trouvé en France chez quelqu'un qui avait encore cette pellicule Kodak. Donc ils en ont utilisé des dizaines, ils ont essayé des dizaines et des dizaines et des dizaines jusqu'à se poser sur celle-là. Et ça renforce l'idée que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle d'un film un petit peu mouvant, disons, qui appartient à plusieurs époques, à plusieurs lieux, où en fait c'est un film qui est un peu hors du temps, en un sens, qui est tourné avec des moyens qui ne sont plus ceux de la fin des années 90. Ouais. Et c'est d'autant plus fascinant quand on imagine que j'exagère un peu, mais c'est juste avant l'avènement du numérique aussi. Ouais. Donc on est sur une fin de monde, en fait, quelque part. Je voulais juste rajouter, toujours par rapport à cette idée d'arc-en-ciel. Le film se passe à Noël et on est donc dans cette configuration d'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, en fait, c'est une illusion d'optique. Donc c'est un fantasme. De la même façon que Noël, c'est une période où les gens se comportent différemment, où on joue un jeu, en fait. On joue à être à Noël, comme si, en faisant croire en plus aux enfants à quelque chose qui est complètement de l'ordre du fantasme. Donc on revient tout le temps, quelle que soit la piste que le film nous fait traverser, on en revient tout le temps à cette idée que on vit piégé dans ce fantasme de notre regard sur le monde, qui est donc les yeux grands fermés, et que peut-être qu'on n'a pas envie de savoir de quoi ce monde est fait, parce que ce que ce film recouvre à peine, et ce que le personnage de Bill refuse de voir, c'est l'idée de la corruption, c'est l'idée du mal, c'est l'idée qu'il vit dans un monde absolument atroce. Et que son propre foyer est déjà infecté. En plus. On s'approche de la conclusion, David. Oui, alors moi je voulais juste parler d'un autre petit détail, alors qui est, comme on est dans les fantasmes, ça renvoie à une forme de fétichisme chez moi, et on en parle rarement dans les films, c'est le générique. On se dévoile totalement. T'inquiète, ça va être très soft. Non, c'est le générique et la typo du générique, c'est une variante du Futura en extra bold. Et non, mais la typo Futura, extrême nerd elle a été très très souvent utilisée par Kubrick dans des formes différentes. Et moi, c'est vraiment un des premiers émois typographiques, en fait. C'est-à-dire que vraiment le générique, j'ai un souvenir quand j'ai découvert le film, ça procure un effet chez moi que je trouve fascinant, et cette typo et la manière dont est conçu le générique, avec la musique et les passages au noir, et puis le Kidman qui se déshabille, et cette introduction, je la trouve extraordinaire, et le générique et le choix de typo et la manière dont c'est construit y participent à mon avis. Alors ce qui est amusant, c'est que je suis assez d'accord avec toi, et j'ai découvert, mais par l'entremise c'est un peu compliqué, mais en fait on a découvert récemment que les cartons n'avaient pas été faits à la mort de Kubrick.
Donc, probablement qu'ils auraient été ceux-là, mais en fait, ils n'étaient pas faits à l'époque. Donc, quelque chose d'intéressant là-dessus. Tout comme le... Sachant que alors, tu parles aussi dans le livre de deux éléments, donc une voix off et aussi des cartons des intertitres qui là sont pour le coup complètement absents, qui auraient pu chapitrer en fait le film. Mais il y a quelques points d'interrogation. La voix off, deux voix off, en fait, celle de Tom Cruise et celle d'un narrateur omniscient. A priori, il n'y en aurait pas eu, mais on aura toujours le doute. Parce que, comme on vient de le dire, il peut retravailler son film jusqu'à la toute fin. Des cartons, effectivement, qui seraient intercalés au fur et à mesure du film. Le générique de début et de fin, certaines musiques, et aussi le plan initial de Nicole Kidman qui se dévêtit. Et c'est assez extraordinaire, parce que moi, je pense qu'il devait avoir laissé une note quelque part à Léon Vitali, qui est un de ses plus proches, à Yann Arlan, à sa femme, peut-être pas à sa femme, mais en tout cas, c'est tellement signifiant, c'est tellement important dans le film que j'ai peine à croire qu'ils aient pris la décision de l'ajouter ensuite. Oui, que ça n'ait pas été dès le début prévu, ou en tout cas imaginé. Parce que juste sur ça, du vivant de Kubrick, le film a été montré à Cruise Kidman et à des cadres de la Warner. 6 jours avant sa mort. Et donc ce plan, ça, tu sais de source sûre que ce plan n'était pas dans ce montage-là. C'est ce qui a été trouvé en fait dans les archives Kubrick récemment par des chercheurs. Moi, on m'a pas donné accès aux archives Kubrick, donc voilà, j'ai cette limite-là. Mais ce qu'eux ont trouvé, c'est Léon Vitali qui a consigné dans un carnet toutes les choses qui restaient à régler. Et il y avait notamment le fait de décider de ce premier plan, oui ou non. Donc, et ça, pour le coup, c'est listé. Donc, vous pouvez le trouver en ligne assez facilement. Juste pour terminer, Axel, est-ce que un projet comme ce livre, ça assouvit une partie de l'obsession, ou ça ne fait que l'augmenter ? Avec celui-là, non, ça fait que l'augmenter, je pense. parce qu'en fait, on tourne autour, quoi. Il y a quelques films autour desquels on tourne. Enfin, je sais pas, on en a chacun dans une vie quelques-uns. Moi, j'ai Vertigo, j'ai celui-là. Et puis j'en ai 3-4 autres pour d'autres livres, peut-être. Mais non, enfin, on continue de tourner autour. Pour ma part, en tout cas. Ce livre, c'est Le Dernier Rêve de Stanley Kubrick, on l'a dit, il est paru aux éditions Capricci, c'est notre recommandation, c'est conseillé par nos ciné, évidemment. Merci beaucoup Axel d'être venu pour cet épisode, merci à mes camarades Rafik et David, et merci à Thomas à la technique. Binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.